Boker Tov à tout le monde. Mercredi, 5e bougie de Hanouka. Donc, on va faire un shiur un peu original aujourd'hui. Un peu beaucoup original. Chol, quand on est Hanouka aujourd'hui. Il y a écrit dans les Sfarim qu'il faut écouter tous les jours qu'est-ce que les bougies de Hanouka nous racontent. Chaque bougie, elle a une histoire à nous raconter. Et moi, je vais vous raconter une histoire hors du commun qu'une des bougies de Hanouka m'a racontée. Je l'ai entendue de mes propres oreilles. Et cette histoire, elle est racontée pas par n'importe qui, par le plus grand raconteur d'histoire, je pense contemporain, qui est le prix Nobel de littérature, Shai Agnon. On aura l'occasion dans quelques minutes de parler un peu plus de lui. Mais si je raconte cette histoire, ce n'est pas pour raconter des histoires, de toute façon, ce ne sera pas la majorité du shiur, mais c'est pour nous aider à comprendre un des plus grands questionnements de Sefer Bereshit. Ça s'appelle la Shelat HaRamban HaMeforsamet, la fameuse question du Ramban Nachmanide sur notre paracha à nous. Et on va faire le pont entre cette histoire de Shai Agnon, qui est une histoire que, d'après ce que j'ai lu il y a quelques années, c'est une des histoires qui lui a fait gagner ce prix. Alors, je vous invite à regarder un peu sur Shai Agnon, même sur les billets israéliens, certains billets d'argent israélien, c'est la figure de Shai Agnon avec une grosse kippa noire, si je ne me trompe pas. Il était très froum, enfin beaucoup plus froum à la fin de sa vie, bien sûr. Mais c'était la manière où il racontait l'histoire, on a l'impression qu'on lit un midrash. Et je ne veux pas être chutzpan, mais je pense que le midrash de Shai Agnon, ce que je vais raconter, il est le midrash. Juste couper le micro, s'il vous plaît. Je vous demande une fois, juste couper tous les micros. Voilà. Donc, ce shiur spécial, il est l'Unishmat à la mémoire de David Ben Emouna, le papa de Madame Michel Elbaz, le grand-père de notre ami ici Raphaël. Et je remercie pour le don qu'il a donné pour les Nishmat, leur père. Donc, ce shiur-là, il sera dédié pour le Yortzeit. Voilà. Ok, donc passons au cœur du sujet. Et je vous invite, ceux qui ne connaissent pas Shai Agnon, de regarder un peu plus sur lui. C'est un phénomène. Il y a même l'enregistrement du coup de téléphone qu'il a reçu quand on lui annonce qu'il a reçu le prix Nobel. Ça même, c'est un truc culte. Il sait même pas ce qu'on veut de lui. C'est un homme de livre. Il dit, je suis gêné. Bon, c'est incroyable. Il y a une vidéo sur YouTube, 11 minutes, s'ils comprennent un peu l'hébreu. C'est juste hallucinant. Bref. Donc voilà. Donc comme j'ai dit, le midrash de Shai Agnon, si je vais être un peu chutzpan, le midrash de Shai Agnon va essayer de nous expliquer une des plus grandes énigmes de Sefer Bereshit. Et je plonge encore dans le sujet. Ce sera le shiur d'aujourd'hui. Ce sera notre histoire de notre bougie de Hanouka, la 5e bougie. C'est une bougie importante. Ok, chez la Ramban, quelle est la question du Ramban? Ramban, il pose la question dans notre paracha, avec même bête, pasuk, tête. Les frères, ils arrivent en Égypte. Ils arrivent, on ne sait pas pourquoi ils viennent, ça dépend de la marloquette qu'on a étudiée la semaine dernière. Ils viennent pour chercher juste à manger ou ils viennent chercher Yosef. Ça dépend si c'est eux qui ont vendu Yosef, Rashba, Merashi. Quoi qu'il en soit, ils viennent en Égypte et ils arrivent devant Yosef. Vayaker Yosef et Echav vehem lo yikiru. Yosef, il reconnaît ses frères et eux ne le reconnaissent pas. On ne reconnaît pas parce que Farshim, ils disent qu'il a changé parce qu'il a la barbe. Rashbam, il dit que même la voix, pourquoi ils ne reconnaissent pas avec la voix? Ils ne reconnaissent pas avec la voix parce que tout simplement, ou ça je pense Rashbam, ou je ne sais pas qui dit ça, c'est porno, je ne sais pas. Il dit Pachout, il y avait un traducteur qui traduisait entre Yosef et les frères, donc ils n'ont même pas entendu sa voix. Comme ça, il disait au traducteur, il traduisait. Voilà, quand on veut. Kolpanim, voilà, la scène, elle est là. Et après, Yosef a commencé une série de balbalot, de balagan avec ses frères, manipulation, venez, pas venez. Pasouk, tête, va, il score Yosef et Tachalomot. Yosef, dès qu'il voit ses frères se prosterner à lui, il dit, oh, bon Hachem, enfin les Chalomot, les fameux rêves que j'ai eus, ils commencent à se concrétiser. Il score, il s'est rappelé des rêves de Tachalomot, à Shechalam. Dit Rashi, il a vu enfin, dit Kaimou Chalomotam. Les rêves avec les tiges et le soleil, la lune, hop, Baruch Hashem, ça s'est accompli. Et Ramban Nachmanide, il hurle et il crie. Et il dit comme ça. Au contraire, bien contraire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit Ramban, quand il a vu ses frères se prosterner, il s'est rappelé effectivement des rêves, mais qu'est-ce qu'il s'est rappelé? Il s'est rappelé que le rêve n'a pas été encore accompli. Pourquoi? Parce que pour le rêve de s'accomplir, il faut que tous les frères viennent, puisqu'il y avait tous les Haloumim, et il manque un frère.
Et c'est ça qui a poussé Yosef à rendre fou ses frères, à aller chercher Binyamin, etc., pour qu'ils reviennent et rendre fou son père. Pourquoi? Parce que justement, il voulait que les rêves s'accomplissent. D'accord? Il n'est pas d'accord avec Rashi. Et pour que le rêve s'accomplisse, écoutez bien ce qu'il dit Ramban, toute cette série de souffrances, un, vis-à-vis des frères, et deux, et c'est ça la grande question qu'on va voir aujourd'hui, vis-à-vis de son père qui attend, ça fait des années, de savoir si tu es vivant ou pas. Il ne va pas dire à son père. Il va continuer à les rendre fous et pas seulement qu'il ne va pas dire à son père, il va piquer le dernier fils à son père, Binyamin. Et tout ça pourquoi, dit Ramban? Parce qu'il a envie que le rêve s'accomplisse jusqu'au dernier millimètre. Et dit Ramban, c'est peut-être la réponse, mais nous, on ne va pas prendre la réponse parce que la réponse n'est pas assez. La question est beaucoup plus forte que la réponse. Dit Ramban, c'est peut-être la réponse au comportement inacceptable de Yosef. Lama lo shalach igeret, pourquoi il n'a pas envoyé un courrier et une lettre à son père pour lui dire qu'il vivait quand il sait que son père, il attend et il aime et il souffre et il en meurt. Comment il peut se retenir de mitzvah kibud avayim le plus noble et la plus évidente du monde pour son père, oublie ses frères maintenant. Dit Ramban, pourquoi il s'est retenu? Pourquoi? Parce qu'il veut que ses rêves s'accomplissent. C'est égoïste ou pas cette histoire? Je ne sais pas si c'est égoïste ou pas. En tout cas, c'est ce qu'il dit Ramban. Ramani, ça répond à cette fameuse question. Tu es chez Potiphar, tu as un boulot qui est important, tu peux déjà envoyer une lettre. Tu n'envoies pas. Tu sors de prison, tu peux envoyer une lettre, tu n'envoies pas. Tu deviens roi, tu peux envoyer une lettre. Jusqu'à les 22 ans, tu dis rien. Pourquoi? Pour accomplir les rêves. Comme ça, il dit Ramban. Je vais dire dans les mots juste rapidement parce que on va finir tout le shiur aujourd'hui. ואחרי שהתקיים החלום הראשון, הגיד להם לקיים החלום השני, ולולא כן היה יוסף חוטא חטא גדול לצייר אביו להעמידו ימים רבים, etc. Et ça répond à la question, le Teima, le grande question que vous avez pas le Ramban. Comment ça se fait qu'il n'a pas envoyé une lettre à son père? Et bien sûr, les autres Mefarshim ne sont pas du tout d'accord avec Ramban, ils essaient de comprendre, mais ils disent, évidemment, ça ne répond pas à la question. Je veux dire, juste un Mefaresh, Akedat Yitzhak, regardez, le balai d'Atskeni, balai Tosfot, il y a plein de Rishonim. Je vous invite juste un Mefaresh qui essaie de comprendre Ramban, le Mefaresh, le Baal Akedat Yitzhak, qui dit tu es choqué de ce qu'écrit le Ramban. Pour accomplir ton rêve, tu fais souffrir ton père. Est-ce qu'il y a une mitzvah assez de la Torah, des 613 mitzvot, que tes rêves s'accomplissent? Qu'est-ce que tu rends? Qu'est-ce que tu es obsessionnel? Et alors, ils vont pas s'accomplir. Il y a un halakha, les Moshe Missina, il faut que les rêves s'accomplissent. T'es malade ou quoi? Ton père, il souffre, il meurt. Tu me parles de rêves maintenant? Même si les rêves, c'est important. Mais ça vaut le kibud avahem, ça vaut tuer ton père. Chaque seconde, il meurt en plus. Tu devais vite éviter chaque seconde de faire la vera, de faire souffrir ton père. De facto, à partir de cette seconde-là, chaque seconde que ton père il souffre, c'est ta faute à toi. Ça, c'est un sourd de la Torah. Mais il n'y a pas de mitzvah de faire des rêves, il y a une mitzvah de respecter ses parents. Ah, tu vas me dire, mais Kadosh Baruch Hu, il a donné un message avec les rêves, il faut que le message de Dieu vienne sur terre. Dieu le Baal Akadat Yitzhak, une phrase magnifique. T'as peur pour les rêves? Haosam Yagish Pitronam. Celui qui les a envoyés dans la tête, qu'il a créé, il est invité à les accomplir à sa manière. Moi, j'ai une mitzvah de Kibud Orim. Je ne suis pas responsable du cosmos et des marchavot d'Akadosh Baruch Hu sur les rêves. Il y a la fameuse Gemara, Ba'adeh Kaf Shadrachman Alamalach, les pensées d'Akadosh Baruch Hu. Tout ça, c'est très, très bien. Il a assez. Arbe Shlochim, la il peut se débrouiller avec ses rêves. Moi, j'ai une mitzvah de la Torah de respecter mes parents. Et ce silence-là, Rabotai, il est inexcusable. Inexcusable. C'est un silence incompréhensible, pas humain et pas excusable. Pas excusable. Entre parenthèses, il y a un Bor Achaim Akadosh. Lui, il essaie d'expliquer. Regardez, je ne veux pas lire parce que je ne veux pas qu'on soit coupé aujourd'hui dans le shiur. Je vais lire rapidement, bébé, parce qu'il est beau. Lui, il veut essayer d'expliquer comme ça. Mais pourquoi il n'a pas dit à son père d'être le Achaim Akadosh? אפילו שיונח שהיה סיפק בידו, חש על נפשו שידע שהאחים בדבר, לצד בושתם מוכרים עתה מאביהם, ימסרו עצמם על עבדו מן העולם, לבל תגיע להם בושה באביהם. Lui, il dit, בכלל, il y avait peur, Pashut Yosef. Tant qu'il n'était pas roi, qu'il disait à ses frères, je suis là, qu'est-ce qu'ils allaient faire, les frères? Ils allaient tuer le témoin. Ah, mince, il y a un serviteur en Égypte, il peut ouvrir sa bouche.
connaissez ça des chitotes mafionnaires. Quelle idée il avait de ses frères, Yosef. En même temps, il avait certaines preuves. Il dit, si je suis vivant encore, je dis à Yosef, et je suis encore un serviteur, ils vont venir, ils vont me tuer, pour pas que Yaakov il sache. Il a attendu qu'il devienne roi. Mamash, un vrai roi. Le chashash, la peur, elle est partie. Et après qu'il est devenu roi, il a attendu un peu. Pourquoi? Pour ne pas leur faire honte. Parce que c'est une grande avéra de faire honte à leurs frères, devant leur père. Il a attendu que les choses se fassent naturellement. Comme ça dit mais vous voyez quand même, et ça va être un grand chidouche aujourd'hui, vous allez voir ce que je veux dire, c'est un grand chidouche inattendu, mamash inattendu. Vous voyez que, logiquement, Torah parlant, humainement parlant, spirituellement parlant, c'est inexcusable. Inexcusable. Qu'est-ce qui pousse Yosef à coudre sa bouche? Shtika. Et moi, je vais expliquer ce shtika avec Midrash de Shai Agnon. Comment je suis arrivé à ce Shai Agnon? C'est une histoire très connue que je vais vous dire maintenant. Mais il faut dire quand même le crédit. Le rapport avec Shai Agnon sur cette histoire, c'est un Midrash. J'ai trouvé chez un livre qui traîne chez moi à la maison, ça fait des années. Comme quoi, chaque livre à la maison, il a une importance. C'est un livre que je n'étudie pas la paracha avec lui chaque semaine. Je l'ai acheté par faiblesse de curiosité une fois. C'est un livre d'un parlementaire israélien qui est un arabe. Un arabe qui s'appelle Hanan Porat Alav Shalom. Il s'appelle Mehat Minaor. Il était parlementaire, il a créé Gush Etzion. C'est un personnage assez connu pour ceux qui le connaissent. Et il a regroupé tout ce qu'il a écrit sur toutes les parachiotes. Et cette semaine, dans la paracha, je tombe dessus, Tam, et il me fait le rapport tout de suite avec ce midrash incroyable, vous allez voir tout de suite. OK? Voilà, c'est pour donner crédit à ceux qui appartiennent ce crédit. Mais cette histoire de Shai Agnon, elle s'appelle Vaya Akuv les Mishor. Comme ça, il s'appelle cette histoire. Le tordu est devenu droit. De quoi on parle? Alors, je raconte l'histoire un peu rapidement en 5, 6, 7 minutes. C'est une histoire passionnante, affolante. Et ce qui est très intéressant chez Shai Agnon, à part l'histoire elle-même, c'est lire l'histoire. Ceux qui veulent, je vais envoyer le texte. Bon, c'est une histoire qui dure 36 pages, avec des lettres petites comme ça. OK, donc, j'ai essayé de faire la synthèse. Moi-même, je ne l'ai jamais lu de l'intérieur. J'ai toujours su cette histoire. J'ai dû hier lire un maximum. Je n'ai pas tout lu, mais l'essentiel de l'histoire est sur Internet. Ceux qui veulent le lire, je ne sais pas si c'est traduit en français ou pas. Bref, de quoi on parle? Et cette histoire-là, je pense que Shai Agnon, il parle de Yosef. D'ailleurs, le personnage s'appelle Menaché Chaim. Menaché, c'est le fils de Yosef. Et le nom est choisi. Chez Shai Agnon, tout est choisi de façon au centimètre près. Mais Menaché Chaim, pour moi, c'est Od Yosef Chaim. Menaché, c'est Yosef, Chaim Chaim. Vous allez voir ce que je veux dire. OK, petit tour. De quoi on parle? Il y avait un monsieur qui s'appelle Menaché Chaim, qui habitait dans la ville de Shai Agnon lui-même, qui s'appelle la ville de Boutchach. Et une histoire connue, une ville connue pour ceux qui connaissent un peu la Pologne, je pense. Et à Boutchach, il y avait un certain monsieur qui s'appelle Menaché Chaim. Menaché Chaim, il était le mari de Reindel Tcherny. Voilà, c'est important. C'est des personnages très connus, en fin de compte, grâce à Shai Agnon. Mais oui. Menaché Chaim, ils avaient une boutique, un magasin, qui marchait très, très bien. Ils avaient une belle parnassa. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas d'enfants. Ils n'avaient pas d'enfants. Ils ont souffert de ça, mais ils avaient une parnassa au moins. Ils donnaient des tzedaka comme il faut, etc. Et ce qui est bien chez Shai Agnon, c'est les parenthèses qu'il fait. Je n'ai pas le temps maintenant, mais les parenthèses qu'il fait. Et il parle à ses lecteurs de manière incroyable. Si j'aurais eu le temps, j'aurais fait une parenthèse qui fait sur le Baal Shem Tov dans l'histoire. Ok, donc ils ont beaucoup d'argent, etc. Et ça arrive que les marchés mondiaux, ils commencent à tourner le truc. Bref, ils commencent à perdre de l'argent, ils commencent à tout perdre, ils commencent à faire faillite et ils font faillite. Et ils sont à la rue, ils n'ont plus Prouta et Porta, ils n'ont plus un rond pour vivre. C'est catastrophique. Et là, le Shai Agnon, il fait une parenthèse. Et moi, il dit, vous croyez que c'est terrible? Quand on n'a plus d'argent, il faut pleurer. Il ne faut pas pleurer. On a vu dans l'histoire, il raconte l'histoire de Baal Shem Tov magnifique là-bas. Et moi, je dis à mon personnage, t'inquiète pas. Comme ça, il parle à son personnage, il parle à ses lecteurs. Vraiment, c'est nifla, ce Shai Agnon. T'inquiète pas, il y a eu les situations se renversent, Hachem, il peut l'aider. Bref. Donc, Menaché Chaim, il n'a pas d'enfant et il n'a plus d'argent. Situation catastrophique. Il décide, avec sa femme, qu'il va aller ramasser de l'argent. Il va partir 6-7 mois, il va essayer de faire un peu d'argent. Comment faire de l'argent? Le contexte économique est très difficile de l'époque. Il ne va pas juste mendier. Et pour mendier, il y a ce qu'on appelle un otsar, un trésor. C'est quoi le trésor qui aide quelqu'un à mendier? Ça s'appelle Ktav Hamlatza. C'est quoi Ktav Hamlatza? C'est une lettre de Dayanim, des Rabbanim de Boutchach, qu'eux ils disent, nous connaissons Menaché Chaim. C'est comme il y a aujourd'hui des gens qui aiment. Aujourd'hui, c'est trop facile, on peut les prendre sur Internet. Mais à l'époque, c'était très rare d'avoir une Ktav Hamlatza. Celui qui avait une Ktav Hamlatza d'un Dayan, d'un Rav de la ville, que le Rav était connu, alors lui, il savait qu'il faisait une parnassa énorme.
Les gens faisaient confiance, mamash. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a ça aussi, mais aujourd'hui, on est... Donc, il arrive à convaincre le Dayan, que tout le monde connaît Machekha, il avait beaucoup de Tzedaka quand il était riche. Il reçoit ce Ktav Hamlatza et il part. Et il part, et il part, et il part. Et comment il ramasse? Bon, Hachem, il ramasse bien, il ramasse très bien, très, très bien. Il fait beaucoup d'argent. Et au bout de 6, 7 mois, il dit, bon, maintenant que j'ai beaucoup d'argent, je vais rentrer à la maison. Et avec lui, se promenaient plusieurs kaptsanim, plusieurs pauvres. Dans chaque choule, il y a plein de kaptsanim. Et il y a un des kaptsanim, un des pauvres qui ne lâche pas sa basket, qui le colle. Et Machekha, il me dit, écoute, bon, ça ne me dérange pas, on mange ensemble, on dort ensemble, c'est pas grave, Pilou. Mais avant de partir, le pauvre, il commence à dire à Menachem, donne-moi ton Otsa, donne-moi ton Ktav Hamlatza. Moi, j'arrive pas à ramasser, j'ai pas de Ktav Hamlatza. Menachem, il dit non, le Rav m'a fait confiance, c'est nominatif, etc. Et il lui parle pendant des jours. Et j'ai des femmes, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, donne-moi, donne-moi. Et il craque. Menachem, il craque, et il donne le Ktav Hamlatza au pauvre, à l'autre Kapsan, et lui, il prend son argent, et il rentre chez lui à Boutchatch. En rentrant à Boutchatch, il est tellement content, son cœur il bat de rencontrer sa bien-aimée, sa femme, et il espère des Hashem que maintenant ils auront des enfants, ils vont se refaire une vie, etc. Il est vraiment très... Il s'arrête dans un Bet Marzer, il s'arrête dans un bar, dans un café, et il boit un peu pour remercier Akadosh Baruch Hu, et il veut trop en faire avec Akadosh Baruch Hu, il veut beaucoup remercier Dieu. Donc il boit, il se saoule, et il s'endort, et il se réveille le matin, il n'y a plus d'argent, gourniche, on a tout pris, on a ruiné, il reste à peine son pyjama et ses habits. Et là, il se réveille, imaginez-vous les théorim, comment il va imaginer, les mots de Shayagnon pour exprimer le sentiment de ce Menachem. Et Menachem, il décide, quoi qu'il en soit, moi, je rentre à la maison. Moi, je vais être avec ma femme. C'est plus possible, ça fait 6, 7 mois. Si c'est une misère d'Akadosh Baruch Hu, Kaparat Avonot, je rentre, mais j'ai plus d'argent pour rentrer. Donc, au lieu de rentrer avec un cheval et un carrosse, il commence à marcher, et il se blesse, et ça traîne à droite, et ça, au lieu de prendre une semaine de route, ça prend des jours et des semaines. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Notre cher ami, le pauvre, qui a reçu le Haut-Tsar, le Ktav Hamlatza, il a eu un manque de chance, il a été dévoré par un animal, etc. Il a été tué par un serpent dans la forêt, et il est mort. Et dans la ville, au bout du monde, à 6 mois de loin, dans la ville religieuse à côté du Kaptzan, du pauvre, on entend une chmoie qui a un corps qui est trouvé à l'extérieur de la ville. On va là-bas, on cherche des pièces d'identité, on cherche passeport, il n'y a pas. On trouve une chose, c'est quoi? Ktav Hamlatza, on trouve le Haut-Tsar. Menachem Chaim de la ville de Boutchatch, il a été tué, et on envoie une lettre officielle au Beddin de Boutchatch. Menachem Chaim a trouvé la mort dans la forêt. Le Rav de Boutchatch, il reçoit Menachem Chaim, il va chez Tcherny, la femme, Tcherny Shengel. Écoute, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Ton mari, il a été fermé sur votre nefesh pour amener de l'argent à ta famille. Et Hachem Ishmor Veyatzil. Il est mort. Kitsour, tu peux te marier, donc tu faut attendre 3 mois d'après la halakha et tu peux te marier avec un nouveau homme. Et effectivement, après 3 mois, Tcherny, elle trouve un autre homme très riche, très bien, c'est une bonne femme. Il trouve un très riche, et elle se marie. Et entre-temps, Menachem Chaim, il fait la route vers Boutchatch. Imaginez-vous l'histoire. Top. Et là, Rabotai, l'histoire, le midrash d'aujourd'hui, c'est l'arrivée de Menachem Chaim à Boutchatch. Son arrivée à Boutchatch, ça fait un midrash incroyable avec la phrase qui a tilté chez Shayagnon, une phrase parce qu'il parle comme un... Je veux dire, c'est qui Shayagnon? J'ai envie de m'étaler, Le Shayagnon, par exemple, quand tu demandais à qu'est-ce que tu penses du Zohar? C'est un Tamid Chacham. Lui, il ne va pas dire qu'est-ce qu'il pense du Zohar par rapport à ses Rabbi Shimon Bar Yochai. Il te dit, j'aurais mieux écrit que ça. Dans l'obsession de l'écrivain. Il écrit comme un match, comme un midrash kamaï. Mais bref, les Kitsour. Donc, il arrive à Boutchatch. Je vais lire quelques passages parce que c'est nifla. Il arrive à Boutchatch et il voit que tout le monde court. Non, c'est pas que je perds là. Il voit que tout le monde court. Il demande où on court. On lui dit, il y a une brite. Brite de qui? Ah, t'as pas entendu? Iskena, Tcherny. Après 20 ans, 30 ans de mariage, son mari il est mort.
Et en fin de compte, elle a réussi à se remarier. Et enfin, que Dosh Baruch Hu lui a donné enfin une parnassa et un fils. Manaché Chaim, il n'est pas rasé, il est sale, personne ne le reconnaît. Et il marche avec tout le monde. Il marche avec tout le monde. Et là, Jim Shayagnon, à un moment donné, il stoppe. Il stoppe, il fait demi-tour et il va au cimetière. Manaché Chaim, c'est un Cohen. Comme ça, il dit Shayagnon. Il va au cimetière malgré que c'est un Cohen. Il s'assoit sur les pierres là-bas du cimetière et il réfléchit. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est pas qu'un film. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et il commence à faire une introspection dans sa vie sur tous les avérotes qu'il a fait. Et caparat avonot. Il commence à réfléchir avec lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Et la question, c'est pas seulement qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'est-ce qu'il doit faire. Le dilemme, le plus grand dilemme qu'une personne peut avoir au monde. Est-ce que je sors et je dis à Botaï, je suis vivant, cette femme, c'est ma femme, et cet enfant, c'est un mamzer. Est-ce que je fais ça ou je ne fais pas? Et là, dit Shayagnon, écoutez bien la phrase que je vais vous dire. C'est ça la phrase incroyable. Dit Shayagnon, voilà. Il dit comme ça, les familles, la fatoto aratzon aelion alot tzadiké ador. Il dit, est-ce que je vais voir les tzadikim et les dayanim pour demander qu'est-ce que je fais? Et la shechras al kvoda. Il a tellement respecté, il a tellement aimé cette femme. Pour son kavod, je ne vais pas aller voir le rav. Val kvod zara est sur le kavod du mamzer. C'est ça, sa descendance à elle. Qui oti otami baala becherpa yasu bena mamzer. Je ne veux pas que les dayanim annoncent que ma femme, elle a un mamzer. J'aime trop ma femme. Et voilà la phrase, ve'achaz bepelech ashtika. Il a attrapé, je ne sais pas comment on dit pelech, je sais pas, la méthode, je ne sais pas comment dire, de la shtika. Hanan Porat, achaz pelech ashtika, boum, midrash. Ça vient d'un midrash, cette phrase. Vous n'allez pas croire de quel midrash ça vient. Mais je voudrais juste, avant de dire quel midrash ça vient, pour répondre à la question, je voudrais finir l'histoire, pour que vous compreniez. Ça, c'est magnifique. Mais Kitsour, il se tait, il décide de se taire pour pas manquer de kavod à sa femme et au fils de sa femme. Il reste au cimetière et il pleure, et il pleure, et il jeûne. Ses dents sont devenues noires par les jeûnes. Et avec qui se fait ami? Il se fait ami avec le shomer betakvarot, le shomer du betakvarot, le shomer du cimetière. Le chômeur du cimetière, par pitié, il lui fait travailler des petits travaux pour enlever les pierres, pour nettoyer les tombes, pour qu'il gagne 5 centimes pour manger. Et en nettoyant le cimetière à Botaï, il arrive au bout du cimetière et il voit une magnifique matzeva. Et il y a marqué sur cette matzeva, Ponitman Menashe Chaim de Boutchatch. Ici a été enterré Menashe Chaim de Boutchatch, une belle matzeva que sa femme, elle a de l'argent maintenant. Elle a répatrié le corps de son mari pour faire une magnifique matzeva. Et le chômeur, il dit, vas-y, nettoie la matzeva, nettoie-la. Et le chômeur dit, Menashe Chaim, il ne peut pas, c'est insupportable, il pleure, il pleure. Jusqu'à, dit Shayagnon, que le pleur se transforme presque en sourire, tellement la situation est embarrassante et ridicule et marrante même. Et là, le chômeur, il dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu rigoles? Pourquoi cet état d'âme? Et l'histoire est finie, comme la Sheikh Haïm, il décide, au bout des semaines, comme ça qu'il embête Florent, il va tout dire au chômeur. Enfin, je dis juste les derniers mots de l'histoire parce que c'est émouvant. La Sheikh Haïm, il a raconté toute l'histoire au chômeur. C'est qui la Sheikh Haïm, etc. Il a tout dit que c'est lui en vérité qui est sous la tombe. Il dit qu'il allait d'abord, il a fini de parler, dit Shayagnon. Ils ont compris que la femme qui a mis la datseva, c'est sa femme, qui voulait faire un kavod à Menashe Chaim. Motasha, Shulo Diber Menashe Chaim Dava. À ce moment-là, Menashe Chaim a décidé qu'il n'ouvre plus sa bouche. C'est fini. Il a dit son secret, maintenant c'est fini, il a commencé à mourir doucement, doucement. Yamim Ayam Istalek, Yadagader, Shebet Akvod, Vara, Berachok, Bekivro, Shotot Kapfat. Il a commencé à mourir doucement. Il était au bout du cimetière, il regardait sa tombe. Tous les jours, il regardait sa tombe. Je sais pas, imaginez-vous la scène. Il était énervé sur qui? Sur ce monsieur-là qui est en dessous de cette tombe. Ce Kaptzan, ce pauvre, qui lui a piqué sa Ktavamlatsa, qui lui a piqué sa femme, qui lui a piqué son futur. Il avait le feu, les nerfs. Comme ça, il est mort tous les jours en voyant son ennemi, celui qui a pourri sa vie, qui est sous sa matzeva lui-même. Le chômeur, il connaissait l'histoire, il a attendu. Et dès que Menashe Chaim est niftar, il a enterré Menashe Chaim,
Et la nuit, il est venu, le chômeur, il a pris la matzeva et il a rendu la matzeva. Yoda la amid la matzeva la raouila. Il a rendu la matzeva celui qui mérite cette matzeva. Il a donné un nom à Menachem Chaim, l'homme seul qui a décidé de mourir, qui a essayé de te tuer, qui a essayé de souffrir pour ne pas faire honte. Il a gardé sa shtika pour ne pas faire honte à sa femme. Rabotai, est-ce qu'il a fait Menachem Chaim bien ou mauvais d'après la halakha? Je ne sais pas, ce n'est pas la question du tout. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a achaz bepelech hashtika. C'est quoi ce achaz? D'où ça vient? Dit le Midrash Rabbah dans plusieurs endroits, dans notre paracha, dans Esther, dans Shirachirim. Dit le Midrash Rabbah, je vais dire les mots de Midrash, incroyable. En Esther Magedet Moadeta Ve'etama. Dans l'histoire, il y a eu plusieurs personnes qui se sont tues et ils n'ont pas ouvert leur bouche. Esther Amalka, elle est la femme d'Achashverosh et elle arrive à se taire et ne pas dire à Achashverosh, je suis Esther la juive. Elle se tait. Mais la mèche tafsa shtika be'atzma Esther Malka. Comme qui elle a fait Esther? De qui elle a pris exemple? Rachel Ziknata, comme son grand-mère Rachel, la mère de Yosef. Chez tafsa peler shel shtika, les mêmes mots que Shayagnon. Que Rachel, elle a été la première, écoutez bien ce que dit le Midrash, qui a adopté ce peler shtika, cette silence. Ve'amdou kol zara et tous ses descendants, ils ont les descendants de qui? De Rachel, ve'tafsu bepeler shtika eux-mêmes. Qui, par exemple, dit le Midrash? Rachel s'appelle Rachtika. Rachel s'est tué avec Léa. Binyamin, il s'est tué parce qu'il savait que Yosef a été vendu et il n'a rien dit. Shaoul Améler, qui était le petit-fils de Binyamin, aussi, il n'a pas dit qu'il était roi. Et comme ça, le Midrash est fini. Qui il a oublié le Midrash? Il a oublié. Qu'est-ce qu'il a dit le Midrash? Tous les enfants de Rachel. Or, tu me parles de qui? Tu me parles de Binyamin. Tu me parles de Shaoul. C'est les enfants de Binyamin, ça. Et c'est ça que je veux dire aujourd'hui. Je pense que pour compléter le Midrash, aujourd'hui, on va compléter le Midrash. Le Midrash, il dit tous les enfants de Rachel, oui. Même Yosef, Achaz, Bepelech, Hashtika. Maintenant, tu vas me poser une question, mais pourquoi? Ma réponse, c'est héréditaire. C'est dans le sang. Je pense que dans le sang. Et Yosef, en tant que fils de Rachel, il ne peut pas faire autrement. S'il y a un rachage que une personne se vexe. Une personne se vexe. Comme Menachem Chaim. Qui est Yosef lui-même. Menachem Elohim. Comme Shaoul. Comme Binyamin. Ça ne sert à rien de poser la question quel halakha il a vu. C'est dans le sang. Kol zara ya'amdu bishtika. C'est héréditaire. Tu peux rien faire, Moutav. Fais-moi honte. Mon fils est mamzer. Je pars ma femme. J'ai la haine contre tout le monde. C'est dans mon sang. Ma mère, ma grand-mère Esther, mon arrière-grand-mère Rachel, mon frère Binyamin, mon cousin Shaoul. On est comme ça. À prendre ou à laisser. Voilà, Rabotai. À demain. Magnifique. Super, merci. Merci. Shkoyach, hein. Très